La danse du géant et des étoiles. Alejandro Ixchus, qui est un poète et un historien chilien. Et il dit « Tout est mort dans la tourmente de la conquiste. Des vestiges errants de cette poésie, nous recueillons les fragments comme des coquillages abandonnés par les vagues du temps sur les plages de la histoire. » Les danses indigènes sont souvent une survivance privilégiée pour les peuples amérindiens de pratiques religieuses, de rites divinatoires et rogatoires. C'est aussi pour eux l'occasion de manifester leur identité culturelle et leur attachement à une cosmovision que les exactions hispanes et métisses ont confinée à la clandestinité ou tergiversée. Ainsi, lors des festivités de Corpus Christi, fin mai début juin, se déroulent dans le village de Suchiapas au sud du Mexique des cérémonies avec danse, processions et offrandes. Y apparaissent sous la pompe d'une dévotion très catholique des manifestations d'une mystique bien moins orthodoxe. Et c'est à quelques 15 kilomètres au sud de Tuxtla Gutiérrez, la capitale de l'état du Chiapas, qu'on atteint le village de Suchiapas par une route goudronnée, la carretera estatale numéro 195. Après avoir escaladé les hauteurs du Cerro Hueco et de Copolla, la route plonge en une succession de lacets jusqu'à la plaine rasée par le rio Suchiapas. Celui-ci est un affluent du Grijalba. Son cours relativement tranquille a permis la sédimentation de terres limoneuses sur lesquelles se sont multipliés vergers et potagers. Vers l'intérieur, les terres moins riches ont vu se développer la canne à sucre, les arachides, cacahuètes, et surtout les cultures vivrières, maïs, haricots. Peu de café, étant donné le recul des forêts claires qui fournissaient l'ombre nécessaire. Le climat chaud et semi-sec, il n'y pleut que 5 à 6 mois dans l'année, et les sols généralement calcaires ne permettent pas le plein développement de l'élevage. La population de la région est en sa très grande majorité paysanne. Les revenus y sont bas et l'économie essentiellement de subsistance. Juché sur les hauteurs dominant le fleuve, Suchiapa est un petit village humble de quelques 6000 habitants, doté d'un tracé urbain du type damier. Les rues, à angle droit, déterminent des manzanas, c'est-à-dire pâtés de maison, dont les regroupements correspondaient autrefois aux fameux calpullis, ces quartiers qui possédaient une organisation sociale relativement indépendante au sein de la cité. Aujourd'hui, Suchiapa est cabecera municipale, la mairie, d'une communauté qui porte son nom. Elle est limitée au nord par celle de Tuxtla Gutiérrez, au nord-est à l'est par celle de Chiapa de Corzo et au sud par celle de Villaflores, à l'ouest et au nord-ouest par celle de Ocosocuautla. Avant l'arrivée des Espagnols, Chiapas a été occupée par 5 grandes communautés d'origine maya, dont les parlers présentaient certaines variantes. Au nord, les Choles, de la selva tropicale, de la Lacandona, les Mames, sur la côte pacifique, et vers l'intérieur, sur les hauts plateaux, les Tzotziles, les Tzeptales, et plus tard les Tojolabales. Un 6e groupe, proche parent des Mijes, de Oaxaca, occupait l'occident de l'état actuel. C'étaient les Soques, et c'est toujours les Soques. Ils étendaient leur domaine jusqu'aux confins naturels australes de Oaxaca et à l'ouest du Tabasco. Récent advenu, survenu, suivant les Tzotziles de vieilles souches qui habitent Inacantan, les Chiapanecas, les Chiapas, vinrent s'installer manu militari dans la région qu'ils finirent par soumettre au pouvoir de leur autocratie. Et l'anthropologue Carlos Navarrete présente ici l'hypothèse d'une migration de ce peuple à partir des hauts plateaux du Mexique central par le corridor naturel du Soconusco sur la côte pacifique, jusqu'à l'Amérique centrale et au Nicaragua. Ils auraient par la suite émigré au VIe siècle, soit depuis le Nicaragua pour certains chercheurs, soit depuis le Soconusco pour d'autres.
Toujours est-il qu'il s'était taillé une réputation de bravoure et de férocité telle que le chroniste espagnol Bernardí del Castillo disait d'eux: avec les Tlalcastèques et les Mexicas, ce sont les meilleurs guerriers de toute la Nouvelle-Espagne. Guerriers fameux, ils étaient aussi administrateurs avisés. Leur capitale, Napiñaca, aujourd'hui Chiapa de Corzo, était selon le même chroniste la seule qui mérita dans la région le nom de ville. Avec Acala et Suchiapa, c'était probablement les principaux centres de peuplement préhispanique. Chiapilla et Ostuta, au nord-est, Pochutla, au sud-est, sont probablement des communautés chiapanèques contemporaines de l'époque de la colonia espagnole. Le père Thomas de la Torre, qui en 1545 accompagna Fray Bartolomé de las Casas lors de sa première visite que le célèbre évêque fit à cette province de Chiapas, nous dit des Chiapanèques que c'était gens grandis à merveille, autant hommes que femmes, pareil à des géants. Il nous dit aussi qu'ils aimaient les fleurs et les parfums et se paraient richement, bien que ce dernier privilège fût réservé aux aristocrates. Il nous dit que leur jardin était parmi les meilleurs des Indes et que, sans même les labourer, ils en obtenaient en abondance les meilleurs fruits de la terre. Ananas, bananes, jicamas, camotes, des tubercules, aguacates, prunes, etc. Gens si travailleurs qu'il n'était point rare, ajoute-t-il, de voir leurs chaumières illuminées jusqu'aux heures tardives de la nuit, les femmes tissant les meilleures pièces de coton qu'il se put trouver en cette terre et jusqu'aux Indes. De leur culte, ils nous rapportent qu'ils adoraient un dieu qu'ils appelaient Nambobi, le soleil, qu'il était le seul créateur de toutes choses et que quand il voulait mourir, c'est à lui qu'il se confessait. Enfin, il voulait mourir. Quand il devait mourir, c'est à lui qu'il se confessait. Les autres divinités n'étaient, selon un témoignage qu'ils apportèrent devant un tribunal pour idolâtrie célébrée en 1597, que les serviteurs de Nambobi, du soleil. Tel aurait été le statut de Matova ou Maotova, le dieu de la fertilité, et aussi celui de Nandada, le dieu des eaux. Mais faut-il accorder beaucoup de crédit à ces confessions arrachées comme des aveux par les 12 apôtres de la Sainte Inquisition? Voilà, en bref, le cadre de vie et la geste de cette population chiapaneca qui fut jadis un peuple de soldats paysans. Il faudra y ajouter la part de légende et celle du mystère qui donnèrent à l'état actuel et son blason d'armes et ses titres patronymiques. De lions, appuyés l'un contre un palmier, l'autre à une forteresse, et de part et d'autre, ils sont d'une profonde brèche où coule un fleuve impétueux. C'est le Grijalva, dont les eaux s'engouffraient, tumultueuses jusqu'à ces dernières années, entre les parois vertigineuses du canyon du Sumidero. Alors le barrage hydroélectrique de Chicoacén a su pacifier les éléments en furie, tout comme le temps, donc dans les années 80 où a été construit ce barrage. Maintenant, le canyon du Sumidero est un lieu de visite très connu aux environs de Tuxtla-Gutiérrez. Et si bien les éléments en furie se sont un petit peu calmés, l'impétueux caractère du peuple riverain aussi. Cependant, on continue par ici de vénérer le sacrifice collectif de ces milliers de Chiapanèques qui, à l'époque de la Cologne, préféraient la mort en se jetant au fond du précipice à une soumission humiliante aux troupes de Baltasar Guerra qui venaient les conquérir. Alors c'était à l'orée du XVIe siècle, mais ce pourrait tout aussi bien être aujourd'hui. C'est du moins ce qu'affirme la veine héroïque des chantres de cette légende, malmenée récemment, du reste, par un ouvrage de divulgation qui s'appelle La bataille del Sumidero d'un chercheur hollandais, Jean de Vos, édité en 1985, et donc qui nous dit que cela n'est qu'un conte mais bon, cette position de Jean de Vos est reçue comme très tendancieuse par ici.
Ce qui me concerne, bon, je préfère cette légende apologétique du martyr à l'historique rébellion qu'il engendra. Ce ne fut pas la dernière en ces contrées, mais si la dernière bataille de Chiapaneca contre les troupes de Baltasar Guerra et les deux caciques qui s'étaient accoquinés. Baltasar Guerra avait engagé donc Diego Noncayola, on appelait ici Oaxaca, et donc Juan Sangallo, les gens l'appelaient Osuma. Donc maté la religion partisane qui s'était fortifiée à l'intérieur du canyon del Sumidero, le chef des insurgés, Sanguiem, fut conduit avec ses principaux lieutenants à Napiñaca, donc prisonnier. Et alors les récits de Villers, témoins oculaires de la scène, furent consignés dans un document de 1609. Elles disent ce que les Espagnols taisent. Alors, imaginons la scène. Votre nom, Juan Tipuma, originaire du village de Pochutla. Âge, 85 ans. Voilà le premier témoin. L'interrogatoire a lieu en espagnol et en langue Diego Pérez traduit. Le sus dénommé reçut promesse et a juré par Dieu la croix comme il est en bon droit. Parlez. Et alors raconte le vieillard. Et comme muchacha qu'il était alors, ce témoin est venu voir le châtiment des 10 rebelles et a vu qu'un Indien appelé Sanguiem, qui était capitaine des Indiens insurgés, a fui de la prison et que le dit Don Diego, donc le cacique de Collabo, l'a mandé chercher et qu'il l'a fait prendre et l'a envoyé brûler. Et ce témoin a vu qu'ils le brûlèrent dans un hamac qui était suspendu entre 2 arbres sur la place du dit village, que l'un des arbres est toujours là, aujourd'hui encore du reste, et que l'autre s'est séché de tant de vieillesse. Et les autres 100 Indiens rebellés, ce témoin a vu qu'ils furent pendus et que cela fut fait sur les bords du dit grand fleuve, le Grijalva, à l'un des arbres qu'il y a en face du Calpoul, qui s'appelle maintenant San Miguel, etc., etc. Après le vénérable Juan Tipamou, vers 2 autres vieillards, non moins respectables et loquaces. Pas assez toutefois pour que cet acte de résistance passât à la postérité, que voulez-vous? Que voulez-vous? Ce sont les vainqueurs qui font l'histoire, fabriquent les légendes et rendent utopiques les résistances. Le fantôme de Sanguiem n'honte plus Napiñaca, devenu Chiapa de Corsa.